militaire, et là, tu nous proposes Ouais, le côté civil des travaux. exactement. On avait parlé des débuts de l'armée de l'air. Et là, maintenant, je voudrais parler de l'aviation civile et comprendre aussi pourquoi c'était important pour le retour en Israël. Alors, je lance le diaporama. Euh, cher. Bien, alors bonsoir les amis, et c'est toujours un plaisir de se rencontrer. Alors, on veut effectivement parler maintenant des débuts de l'aviation civile, et comme l'a rappelé Johan, on a déjà parlé dans le passé de l'aviation militaire, des débuts de l'armée de l'air. Mais les débuts de l'armée de l'air israélienne, j'avais commencé dans les années 40. Là, maintenant, on revient au début de l'aviation, au début du XXe siècle, 1910, 1913. Et ce que vous voyez devant vous, c'est d'abord un livre dont je me suis servi, Chazon Ha'avir, la vision de l'air. Et à gauche, vous voyez la publicité pour une exposition qui a eu au musée à Tel Aviv. Et à droite, c'est l'album de l'exposition dont je me suis servi dans des photos de cet album pour raconter cette histoire. Donc, vous voyez dans la publicité pour l'exposition, vous voyez un avion qui survole Tel Aviv. Et il s'agit d'un avion de guerre anglais à la Première Guerre mondiale. Un Tel Aviv qui a même à peine 10 ans se construit déjà bien. Et grâce à eux, ces aviateurs, on a les premières photographies aériennes d'Eretz Israël. Alors, on commence. Alors, jusqu'au 19e siècle, il faut se rappeler que depuis les croisades, Israël, le Moyen-Orient, s'est un petit peu oublié de l'histoire européenne, surtout Israël. Le Moyen-Orient, non. L'Égypte, c'est connu, le Liban, mais Israël n'intéresse pas grand monde. Et en fait, Israël va revenir dans la conscience internationale, dans les nouvelles internationales, avec en fait la campagne du Levant de Napoléon. Ça faudra qu'à l'occasion qu'on fasse une conférence là-dessus sur la campagne de Napoléon. Et on voit là le général Bonaparte qui visite les lépreux, qu'il va d'ailleurs abandonner à leur sort avant de rentrer en métropole. Et à partir de là va commencer l'ère de l'orientalisme, le 19e siècle. On va voir des gens comme Lamartine, comme Chateaubriand, comme Mark Twain qui vont venir se promener en Eretz Israël, et des peintres et des ornithologues et toutes sortes de personnes. On commence à se réintéresser à Eretz Israël. Et en 1868, 69, pardon, on inaugure le canal de Suez et là va arriver l'empereur d'Autriche-Hongrie, le Kaiser Franz Joseph, François Joseph qui arrive. Et de nouveau, alors du coup, les nouvelles du monde entier, pas les télés parce qu'il n'y en a pas encore à l'époque, mais les yeux du monde entier sont braqués sur cette réalisation, ce canal de Suez qui va relier la Méditerranée à la mer Rouge, donc à l'océan Indien, donc au Pacifique, et permettre le commerce de l'Europe vers l'Extrême-Orient. Donc Israël devient très important de nouveau puisqu'on est sur les berges de ce canal de Suez. Alors pour que le Kaiser, pour que l'empereur François-Joseph puisse arriver à Jérusalem, eh bien, les Turcs vont pour la première fois tracer une route de Yafo, du port, jusqu'à Jérusalem. Jusqu'à 1869, on n'a pas de route pour aller à Jérusalem, on a des pistes qu'on fait à dos d'âne, à dos de chameau, à dos de mulet, mais on ne peut pas rouler avec un carrosse, une diligence tractée, on ne peut pas. Et là, maintenant, vous voyez, il y a un service de taxi là devant la porte de Yafo, Shar Yafo à Jérusalem. Vous voyez les attelages avec les diligences. À droite, vous voyez une diligence de Tel Aviv. On a maintenant des routes et c'est le début de l'ère moderne dans les transports publics. On a maintenant des diligences qui permettent d'aller à Jérusalem, qui permettent d'aller de Tel Aviv bientôt, c'était pas encore de Yafo, vers les Moshavot qui vont se créer dans 10 ans. Et les Européens construisent d'un moment à Jérusalem, et ça, je vous invite à une balade que je fais à Jérusalem, j'ai fait plusieurs fois avec plusieurs groupes, très intéressante, sur l'arrivée des grandes puissances à Jérusalem. Là, je me suis trompé de photo, mais c'est pas grave. La photo que vous voyez à gauche, c'est le Palazzo Vecchio de Florence.
le vieux palais des Doges de Florence. Et si vous connaissez Jérusalem, vous connaissez l'école, pardon, l'hôpital italien, qui est aujourd'hui le quartier général du ministère de l'Éducation nationale, Rehov HaNevi'im, qui est construit exactement similaire. Et à droite, vous voyez le Binyan Generali, de nouveau sur Rehov Yafo à Jérusalem. Et au sommet, vous voyez le lion de Saint-Marc, exactement le même que vous pouvez voir à Venise. Donc les puissances européennes arrivent en Israël et construisent dans le style du pays d'origine pour qu'on sache qu'ils sont à Jérusalem. Ils arrivent en Eretz Israël. Alors comme ça, on trouve des bâtiments russes, donc le Migrash Harussim à Jérusalem, qui est construit sur le même modèle que l'église de Trinité à Moscou. Les bâtiments français, anglais, allemands, tous les Européens construisent pour faire savoir qu'ils sont à Jérusalem. Israël commence à intéresser l'opinion internationale. Un petit peu plus tard, au début du XXe siècle, commence l'épopée aérienne, l'aéronautique. Et ça commence avec les frères Wright qui vont faire en fait le premier vol d'un avion plus lourd que l'air. On avait déjà eu des montgolfières, des ballons qui marchaient à l'air chauffé, ça volait, ça pouvait voler. C'était plus léger que l'air. Et là maintenant, le but est de voler avec des avions plus lourds que l'air. Et les premiers qui ont fait ça, ce sont les frères Wright qui vont commencer d'abord à voler pendant 12 secondes, et puis après à 59 secondes, et voilà, on commence à arriver à voler et à prendre l'air. Celui qui va être un des premiers les plus célèbres, bien sûr, c'est Blériot. Blériot, vous voyez son avion, le Blériot 6, qui traverse la Manche de Paris de Douvres à Calais. Il arrive à survoler cette voie d'eau, 36 minutes et demie de vol, et il rejoint l'Angleterre à la terre ferme. Blériot, un des pionniers de l'aéronautique, et ça se passe en 1909. En 1909, et il faut attendre encore 4 ans. Dans 4 ans, 1913, le club aéronautique français va proposer une compétition dans laquelle il propose un prix pour le premier avion qui reliera Paris au Caire. Donc il s'agit de traverser toute l'Europe, et de traverser après la côte moyen-orientale jusqu'au Caire. Donc, c'est un vol qui va traverser l'Europe, l'Asie pour arriver en Afrique. Et il y aura un prix à l'arrivée. Et il y a 3 avions qui se portent au départ. Le premier, c'est l'avion de Ducourt et Roux. Pourquoi 2 aviateurs? Il y a toujours au début 2 aviateurs parce qu'il y a un aviateur, un pilote et un mécanicien pour réparer les pannes en route. L'aviation a 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on s'est volé. Ce n'est pas encore toujours tellement au point. Il y a beaucoup de problèmes. Il n'y a pas encore de terrain d'aviation. Donc, des fois, il y a des dommages à l'atterrissage. Et donc, il y a un mécanicien. Oui, je sais que vous vous rappelez de notre ami Saint-Exupéry qui répare son avion et qui rencontre le Petit Prince parce qu'il est à la fois pilote et mécanicien. Mais en général, il faut et un pilote et un mécanicien. Mais c'est vrai que le premier qui va arriver, c'est Jules Védrine, qui lui est tout seul sur son avion parce que lui est mécanicien et donc il suffit d'une personne. C'est pratique, ça allège la charge, ça permet à l'avion une plus grande autonomie. Et c'est le premier qui arrive. Et donc, comme son but est de rejoindre Paris au Caire, ben, il va se poser sur la route, c'est-à-dire à Tel Aviv. Enfin, Tel Aviv existe déjà. Il va se poser sur la plage à Yafo. Jérusalem, c'est très sympa, mais c'est pas sur la route. Lui, il a une course à gagner. Et donc, il court au plus rapide pour aller rejoindre le Caire. Ah, j'ai pas parlé de Ducourt et Roux qui, eux, ont une panne en Turquie et donc sont obligés d'interrompre leur vol. Ils ont une panne sérieuse, ils ne peuvent plus continuer. Donc la première équipe, Ducourt et Roux, disqualifiés, enfin, ils sont hors course déjà en Turquie. Euh, il y a une autre équipe de Bornier et Bournier, de nouveau un pilote et un mécanicien, qui eux sont les premiers en tête, mais eux, ils s'arrêtent un petit peu, ils profitent un petit peu du vol pour faire du tourisme. Alors c'est Jules Védrine qui va arriver le premier et qui aura la palme. C'est lui le premier à joindre Paris au Caire. Voilà, vous voyez maintenant la photo de Jules Védrine. C'est dommage, j'ai pris une photo un petit peu juste coupée.
un jour d'émission de timbre en France. C'est sympa, son avion, il l'appelait la vache. Ce qui fait qu'au départ, j'avais pensé appeler cette émission, cette conférence, des vaches dans les cieux d'Eretz Israël. Donc la vache, c'est l'avion de Jules Védrine, et c'est donc le premier qui arrive à Yafo, et de là continue. Et qu'est-ce qui se passe avec Marc Bounier et son mécanicien Joseph Bernier? Ben eux, ils se sont rendus compte qu'ils ont été doublés par Védrine. Oui, parce qu'ils ont fait un peu de tourisme en route. Et, par exemple, quand ils étaient au Liban, ils ont emmené le consul, pardon, l'ambassadeur de France faire une balade en avion au-dessus des montagnes libanaises. C'est tout nouveau, hein, les avions. Alors, un baptême de l'air, ça ne se refuse pas. Et eux, ils font aussi du public relation, donc ils ont emmené l'ambassadeur, mais avec ce tourisme, ils se mettent en retard et laissent la palme à Jules Védrine. Mais comme ils voient que quand ils arrivent à Yafo, on leur annonce qu'ils ne sont plus les premiers, que Jules Védrine est déjà passé par là et qu'il a continué, et que donc ils ont perdu la course. Alors ils sont bons joueurs, ok, on a perdu la course, mais alors s'ils échappent, on peut faire du tourisme et aller à Jérusalem. Et donc, ils redécollent. Et avant d'arriver au Caire, ils vont aller se promener à Jérusalem. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir la photo n'est pas géniale. Mais si on arrive à voir, attends, je vais vous montrer avec la souris, peut-être, si vous voyez avoir ma souris sur l'écran. Voilà, la souris, là, elle montre l'avion. Si vous regardez à gauche, c'est dur à voir, mais zut, c'est très dur à vous montrer. Voilà, là où la souris maintenant, c'est le mont du Temple, c'est le dôme doré. Si je regarde à droite, sous l'aile droite, alors, on peut voir Augusta Victoria et les deux, l'église de l'Ascension sur le mont des Oliviers. Donc, si je vous pose la question, habitant de Jérusalem, d'où on a une vue comme ça, où sur la droite, on voit le mont des Oliviers, et sur la gauche, on voit le mont du Temple avec le dôme du Rocher, dans quel champ s'est posé l'avion? Ben, je pose autrement. Où c'est qu'il y a des champs à Jérusalem en 1913? Il y a un village agricole à la sortie de Jérusalem qui s'appelle le village allemand, aujourd'hui la Moshava germanite. Donc, ils sont en fait, l'avion se pose à Emek Rephaïm. Aujourd'hui, c'est le centre commercial de Jérusalem. À l'époque, vous voyez, c'est de la caillasse. C'est un terrain vague. Et je rappelle qu'à l'époque, on appelle ça des terrains d'aviation airfield, parce que c'est vraiment des champs, il n'y a pas encore d'aéroport avec des pistes, etc. Et donc, à Emek Rephaïm se posent nos deux aviateurs qui ont un petit problème, c'est que comme personne ne les attend à Jérusalem, alors ils ne savent pas où atterrir. Et donc, ils font des tours autour de Jérusalem pour essayer, du haut des airs, de repérer un endroit où ils peuvent essayer d'atterrir sans se casser la figure. Et ce qui va nous donner, je ne sais pas s'ils ont pris des photos aériennes, en tout cas, ça permet à la foule de Jérusalem de se masser sur les toits et de regarder c'est quoi cet engin là qui vrombit au-dessus d'eux dans les airs et avec deux pantins humains qui ont l'air de voler dans l'air. Voilà, c'est la première rencontre des gens de Jérusalem avec un avion. Ah si, ils ont fait des photos aériennes. C'est les premiers qui ont fait des photos aériennes de Akko, puisqu'ils arrivent par le Carmel et ils photographient Akko. C'est les premières photos aériennes qu'on a. On reparlera de la photographie aérienne bientôt, puisqu'on va vers la Première Guerre mondiale. Mais là, on est encore avant la guerre mondiale, dans une aviation entièrement civile, qui essaye de voir ce qu'on peut faire avec un avion. C'est quelque chose de tout neuf. On ne sait pas encore quelles sont les limites, quelles sont les possibilités. Et voilà, on voit les premiers avions à Jérusalem. Alors, bien sûr, ceux qui sont moins contents de ce qui s'est passé, ce sont bien sûr les Turcs, puisqu'on fait partie de l'Empire turc. Et c'est quand même un petit peu une baffe que l'Empire turc s'est fait dépasser par les Européens qui sont les premiers à survoler Eretz Israël. D'autant plus que les Turcs se sont dotés d'une armée de l'air. Pourquoi une armée de l'air? Parce que les Turcs ont subi le premier bombardement aérien de l'histoire. Le premier bombardement de l'histoire, aérien de l'histoire, c'était en 1911 en Libye, dans la guerre qui oppose les Italiens aux Turcs. Et les Italiens bombardent à partir des airs les forces turques. Je rappelle que c'est incroyable, puisqu'on vole depuis les frères Wright en 1909. En 1911, 3 ans plus tard, on est déjà en train de faire des bombardements aériens. Donc du coup, les Turcs comprennent l'importance de cette nouvelle technologie, achètent des avions en Europe et se dotent d'une force aérienne. Et quand ils voient que les Européens ont été les premiers à survoler Eretz Israël et à envoyer des photos dans le monde entier de leurs pilotes
en Eretz Israël. Du coup, la Turquie décide d'envoyer deux avions de Istanbul jusqu'au Caire. Pas Paris-Le Caire, mais Istanbul-Le Caire. Le premier avion, qui est piloté par un capitaine et un lieutenant de l'armée de l'air turc qui s'appelle Fathri Bey et Sadek Bey, arrive par le Golan, mais ils ne connaissent pas très bien la situation des vents au-dessus du lac du Tibériade, qui peut être très dangereuse. Je rappelle, ceux qui connaissent en Israël, on a chaque année malheureusement des noyades dans le Kinneret. En général, les noyades, c'est à l'est du Kinneret, parce que les vents, en fin d'après-midi, amènent des vagues terribles. Et quand on ne sait pas, alors on risque de se noyer, hein. Des gosses qui sont sur des engins gonflables se sont entraînés vers le large et c'est des fois problématique. Et eux, un courant en rabattant les rabat contre la montagne et ils s'écrasent. Et si vous allez au kibbutz Saon, sur la côte, la rive est du lac de Tibériade, eh bien, vous voyez à gauche ce monument, le monument aux pilotes turcs. C'est un monument qui a été érigé par les Turcs à l'époque, bien sûr, et qui est entretenu, il a été bien sûr rénové avec le temps, et il appartient à la Turquie. La Turquie vient, l'entretien et le jardin qu'il y a autour, et chaque année, il y a une cérémonie du souvenir. Pour comprendre ce que sont des aviateurs en 1913, 14, il faut comprendre, ce sont des célébrités et Fathri Bey et Sadek Bey sont enterrés à côté du mausolée de Saladin à Damas. C'est-à-dire que Saladin, c'est le grand champion de l'islam, c'est le vainqueur des croisés, un des plus grands guerriers de l'islam, et ces deux aviateurs sont enterrés à côté de lui à Damas. Bien sûr, les Turcs n'en restent pas là, ils envoient un autre avion qui va lui arriver, ils font attention, ils ne s'approchent pas trop de la pente du Golan, ils arrivent jusqu'à Yafo, ils se posent sur la plage de Yafo, ils sont accueillis par le gouverneur turc de Yafo, il y a une grande fête, c'est l'euphorie, jusqu'au lendemain, parce que le lendemain, ils décident de décoller, ils décollent, tout le monde applaudit, il tourne l'avion vers la mer, il s'écarte de la côte et à quelques centaines de mètres de la côte, l'avion pique du nez et s'écrase dans la mer. On récupère l'avion, on récupère aussi les aviateurs. Un est blessé, l'autre n'est pas blessé, mais ils ne rejoindront pas le Caire, ils se sont abîmés dans la mer près de Yafo. Alors, tout ça, c'était le début de l'aviation civile avant la Première Guerre mondiale. Maintenant commence une guerre mondiale. Une guerre mondiale, c'est-à-dire qu'une guerre qui commence en Europe et qui oppose les empires, l'Austro-Hongrie, l'Allemagne à la France et l'Angleterre, plus tard, et à la Russie. Plus tard vont se joindre beaucoup d'autres. Et le terrain des combats s'étend à la Turquie qui rejoint le camp des empires centraux. Et les Anglais attaquent les Turcs. Quel est le but, l'enjeu de la bataille au Moyen-Orient? C'est le canal de Suez. Le canal de Suez qui est une voie vitale pour les Anglais qui rejoint leur possession en Extrême-Orient, puisque l'Inde, c'est l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, c'est l'Angleterre, l'Australie, c'est l'Angleterre. Donc, le canal de Suez est vital pour les Anglais. Ils vont donc engager des troupes pour se battre et prendre le canal de Suez aux Turcs, les deux rives. Donc, il faut qu'ils prennent Eretz Israël. Pour la même raison, les Allemands veulent empêcher les Anglais de réussir cette prouesse. Et donc, les Allemands vont seconder les Turcs et envoyer des forces en Eretz Israël pour aider les Turcs, à tel point que le commandant du front d'Eretz Israël de l'armée turque, c'est un général du nom de Kress von Kressenstein. Vous comprenez que Kress von Kressenstein n'est pas né à Istanbul, ni même à Ankara. C'est pas encore l'époque d'Ankara, mais c'est pas important. C'est pas un Turc, c'est un Allemand. Les forces turques sont sous commandement allemand, et le but, c'est d'empêcher les Anglais de traverser le canal de Suez et de prendre Eretz Israël. Ah, j'ai oublié encore une petite chose, un petit détail. Une fois que l'avion turc s'est écrasé dans la mer près de Yafo, alors il y a une souscription pour offrir un avion à l'Empire turc. Ça coûte cher, il n'y en a pas encore beaucoup, il faut les commander en Europe, etc. Et les Juifs d'Eretz Israël veulent montrer combien ils sont des sujets loyaux du sultan Abdelhamid. Et donc Arthur Rupin, qui est le chef de l'antenne de l'agence juive, du mouvement sioniste, pardon, en Eretz Israël, ce qu'on appelle le Misra d'Eretz Israéli à Yafo, Arthur Rupin écrit une lettre aux Turcs dans laquelle il leur annonce que une collecte a été ouverte et on a réussi à collecter 1000 francs
qu'on va faire parvenir aux Turcs pour participer à l'achat d'un nouvel avion à la place de l'avion qui s'est écrasé dans la mer. Et on arrive donc maintenant à la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale, vous voyez, cet amont pastoral, la photo qui est à gauche, vous voyez le lac de Tibériade avec une caravane de chameaux. Ça, c'est ce qu'on pouvait voir jusqu'en 1914. Mais juste au-dessus des chameaux, vous pouvez voir un avion, un biplan. C'est un avion de guerre allemand qui survole le lac de Tibériade. À droite, vous pouvez voir les déboires de l'aviation allemande, c'est-à-dire l'image en haut à droite. Vous voyez un biplan qui s'est renversé à l'atterrissage. Vous voyez, il est à l'envers. Donc, il a raté son atterrissage. C'est des choses qui arrivent à l'époque et plus souvent qu'on ne le pense. Et la photo en bas à droite, ça, c'est un autre avion de la même escadrille bavaroise qui a fait une rencontre problématique avec un avion de guerre anglais. Il a été touché et il a brûlé. Alors, vous voyez la carcasse calcinée de l'avion allemand. Alors, c'est un peu complexe. Entre les accidents et les défaites aériennes, c'est la vie des pilotes de l'époque. Mais c'est incroyable de penser qu'on est tout à fait au début de l'aviation et le théâtre d'opération d'Eretz Israël est tellement important pour les Anglais comme pour les Allemands que chacun va y emmener toute sa technologie. C'est-à-dire que les Allemands vont amener des avions. Bien sûr, une fois que les Anglais verront les avions allemands, ils vont eux aussi amener des avions pour se mesurer avec les avions allemands. Les Anglais engageront des tanks qu'ils viennent d'inventer pour écraser les tranchées allemandes en France. Alors, il y aura des tanks, il y aura des avions, tout ça, on le trouve à la Première Guerre mondiale en Eretz Israël. Vous voyez à droite maintenant une photo. Voilà. À droite, c'est un livre qui est très sympathique, qui s'appelle Mabat ve'od Mabat al Eretz Israël. Une vue et encore une vue d'Eretz Israël. C'est quelqu'un qui a pris des photos de reconnaissance aérienne de la 302e et 304e escadrille bavaroise à la Première Guerre mondiale. Et il est allé reprendre les mêmes photos, c'est-à-dire les photos au même endroit, à la même altitude, dans le même angle, et aujourd'hui. Et donc, on peut comparer Eretz Israël à un siècle de différence, puisqu'il a fait ce bouquin pour le centenaire de l'opération. Donc, on a la photo en 1915 et la photo en 2015, et on peut voir comment Eretz Israël se développe dans ce siècle qui est passé. À gauche, vous voyez les pilotes de l'escadrille bavaroise qui sont assis sur, quelqu'un connaît le bâtiment? C'est un bâtiment de la ferme école de Merchavia. Merchavia est une moshava, donc un village agricole juif qui se trouve dans la vallée de Yisraël, juste au pied du mont Tabor, à côté de la ville d'Afula. Et donc là-bas, Emek Israël, c'est des grands champs, c'est une grande plaine. Donc c'est idéal pour les Allemands pour faire là-bas un terrain d'aviation. Donc les Allemands ont leur terrain d'aviation à Merchavia, à côté de Merchavia. Et il faut se rappeler que ces aviateurs se trouvent dans un pays sous-développé au Proche-Orient. Et c'est toujours un plaisir d'aller à Merchavia rencontrer des Européens qui sont un peu plus proches de leur mode de vie. Et ils peuvent se comprendre entre le yiddish des pionniers et l'allemand des pilotes qui peuvent communiquer. Ils peuvent aussi participer aux soirées dansantes du mode de Merchavia. Et là, vous voyez donc dans la photo qui s'affiche maintenant, vous voyez un avion qui rentre au terrain d'aviation. Juste devant vous à gauche, plus proche de nous, ce sont des tentes qui font partie de la base aérienne allemande. Et au fond du paysage, vous voyez le mont Tabor. Et au pied du mont Tabor, vous voyez le village de Merchavia. Donc on voit vraiment la base aérienne et Merchavia. C'est à 2 kilomètres l'un de l'autre et très facile d'aller de l'un à l'autre et les avions décollent et atterrissent dans la vallée d'Israël. Le problème des aviateurs allemands, c'est qu'ils ont soif. Et une bonne bière fraîche, ce serait bien, la bienvenue. Mais où trouver une bonne bière fraîche dans Eretz Israël des années 1915, pardon. Et alors, il se trouve que les Turcs ont construit une ligne de chemin de fer. J'ai fait une conférence il y a 2 ans sur
l'ânesse du sultan, c'était le nom de cette ligne de chemin de fer qui allait depuis Haïfa, depuis le port de Haïfa, traverser la vallée de Yézréel, aller jusqu'à Tibériade et de là monter, pas jusqu'à Tibériade, jusqu'au lac de Tibériade, jusqu'à Tzemach, et de là monter sur le Golan vers Daraa en Syrie, et de là se brancher sur la ligne la ligne du Hijaz qui rejoint Istanbul à la Mecque. Donc il y a une ligne de chemin de fer qui passe dans la vallée d'Israël, donc juste à côté de Merchavia, parce qu'il faut comprendre que tous les villages, j'en ai parlé, que tous les villages de la vallée d'Israël ont été construits à proximité de la voie ferrée, ce qui a permis le développement de ces villages, puisqu'ils peuvent facilement exporter leur production agricole, l'envoyer exporter vers la grande ville qui est Haïfa pour la consommation, et donc ils se servent du train. Et donc ces aviateurs allemands demandent à la direction des chemins de fer de leur permettre de prendre le train pour aller à Haïfa. Pourquoi Haïfa? Parce qu'à Haïfa, il y a la Moshava germanite. Comme il y a à Jérusalem, le quartier allemand, il y a à l'époque trois grands quartiers allemands. Il y en a d'autres, mais les trois principaux sont côté des villes de Haïfa, Tel Aviv et Jérusalem. Sarona, Tel Aviv, la Moshava germanite à Jérusalem, la Moshava germanite à Haïfa. Et donc, ils voudraient un train pour aller prendre une bière fraîche à Haïfa. Mais la direction des trains dit impossible parce que tous les trains ont été réquisitionnés par l'armée turque et sont tous sur la ligne qui va vers le canal de Suez pour amener des renforts de troupes, pour amener des ravitaillements. Et donc, il n'a pas de train pour les aviateurs. Les aviateurs disent, bon, mais il n'y a vraiment rien à faire. Le gars dit, à la limite, il me reste encore quelques plateformes roulantes, quelques wagons, mais je n'ai aucune locomotive dispo. Et alors, Baruch Katinka, qui est un juif, qui est l'ingénieur en chef des chemins de fer turcs de l'époque en Eretz Israël, va dire, j'ai une idée. Il demande au commandant de la base aérienne, est-ce que vous auriez par hasard un moteur d'avion disponible? Et regardez l'image, vous voyez un wagon de chemin de fer. Du côté gauche à l'avant, vous voyez une hélice d'avion avec un moteur d'avion. Ils ont monté un moteur d'avion avec hélice sur le wagon. Ils ont mis des bancs sur le wagon et les aviateurs peuvent s'asseoir. Et comme ça, propulsé, tiré par l'hélice de l'avion, le wagon est capable d'arriver jusqu'à Haïfa et de les ramener après à Merchavia. Alors, c'était le début des avions-trains, des trains-avions, je ne sais pas comment appeler. Baruch Katinka, d'ailleurs, a été remercié de cette idée géniale par un blâme. Le directeur général des chemins de fer lui dit, c'est pas comme ça qu'on fait du chemin de fer. Un chemin de fer, ça se fait, il y a des règles. C'est quoi ça de mettre des moteurs d'avion sur un wagon? D'après les témoignages de l'époque, ce wagon a battu les records du monde de vitesse sur rail en dépassant les 100 à l'heure. Le problème, c'était de le freiner après le train quand il arrivait à Haïfa. Et à droite, dans la photo de droite, vous voyez donc des aviateurs sur un de leurs avions, et à gauche, vous les voyez en train de s'amuser et de jouer de la musique dans la ferme de Merchavia. Donc ça, c'est les aviateurs allemands dans la vallée de Israël. Il y aura d'ailleurs un timbre qui raconte cette épopée. Vous voyez un timbre, l'enveloppe de premier jour. À droite, vous voyez le timbre avec l'aviateur à côté de son biplan. Et à gauche, la grange de Merchavia qui servait aussi de salle des fêtes, salle de danse, etc. Donc, c'est sympa de voir que l'enveloppe du premier jour d'émission ne montre pas les avions avec la base aérienne, mais les avions avec Merchavia, parce que oui, les aviateurs passaient du bon temps à la ferme. Alors, les Allemands, j'ai dit, étaient commandés par Kress von Kressenstein. Les forces du sud d'Israël qui doivent bloquer les Anglais sont commandées par un général qui s'appelle von Falkenhayn. Mais comme Falkenhayn n'arrive pas à empêcher les Anglais de prendre Beersheba, il est démis de ses fonctions et à sa place est nommé un autre général, Otto von Sanders. Otto von Sanders qui fortifie le nord de Jérusalem, la région de Shrem, pense que là-bas il pourra arrêter les Anglais, mais les Anglais vont le bousculer. Et quand il bat en défaite, il bat en retraite vers Damas, en fait, il va être bombardé par les avions anglais. Et c'est un des premiers vrais bombardements aériens. Il y en a déjà eu. J'ai dit qu'en Libye, en 1911, les Italiens avaient lâché quelques bombes sur les Turcs. Mais là, c'est vraiment un bombardement aérien dans les règles. Et il va être tellement terrible que pendant 3 jours, les Anglais vont interdire à leurs pilotes de prendre l'air.
qui ne voient pas le massacre qu'ils ont fait au sol avec les chevaux, les mules, les soldats, tout ce massacre qu'il y a eu au sol. Donc, les Anglais vont envoyer des troupes au sol pour nettoyer un petit peu, parce qu'ils ont peur que si les aviateurs voient ce qu'ils ont fait au sol, ils n'oseront plus jamais faire un bombardement aérien. Donc voilà, on a aussi la primeur, non seulement des premiers avions qui viennent prendre des photos aériennes ou faire de la propagande pour leur pays en Israël, mais on a aussi le premier bombardement aérien en Israël, dans la vallée, à côté de Farah, au nord de Shrem. Mais bon, ça c'est l'idée de, ça c'est l'histoire de ce bombardement. Et là, maintenant, je vous montre une photo des biplans anglais. Donc là, on voit la 5e escadrille anglaise qui, elle, campe dans le sud. C'est des Australiens d'après les chapeaux qui sont devant les avions. Et à droite, ce que j'avais montré sur la première photo de ce diaporama, un avion anglais qui survole Tel Aviv. Là, vous voyez maintenant, dans la prochaine image, vous allez voir un avion anglais qui survole Jérusalem. Vous pouvez reconnaître à gauche de l'image, au centre à gauche, le dôme, la vieille ville avec le dôme du rocher, les murailles, etc. Donc l'avion qui survole Jérusalem, c'est une grande chance. On a énormément de photos aériennes d'Israël très belles qui nous montrent Eretz Israël à l'époque de la Première Guerre mondiale. La guerre est finie et maintenant on revient à l'aviation civile. Et j'ai réussi à trouver sur Internet, c'est incroyable ce qu'on trouve sur Internet, j'ai réussi à trouver les horaires de la ligne de Imperial Airways, donc c'est l'ancêtre de British Airways, ça s'appelait Imperial Airways à l'époque où l'Angleterre était un empire. Et vous voyez la ligne, c'est England, India, Australia Services. Ça part d'Angleterre, ça continue vers l'Inde et ça finit en Australie. Donc c'est un vol assez long, c'est un vol de plusieurs jours. Et vous avez vraiment les décollages et atterrissages. Je vous le lis dans la colonne à gauche en haut. On part de Londres en train jusqu'à Southampton. De Southampton, on prend un hydravion qui vous amène à Marseille. De Marseille, vous allez jusqu'à Rome. De Rome, vous allez à Brindisi. De Brindisi à Athènes. D'Athènes à Alexandrie. Et d'Alexandrie, vous arrivez le deuxième jour, soir, à Tibériade. Et oui, à Tibériade. Où est l'aéroport de Tibériade? Vous le voyez à droite. C'est le lac de Tibériade. Ce sont des hydravions qui se posent sur le lac de Tibériade. De là arrive une barque qui récupère les gens, les emmène à l'hôtel Imperial. La compagnie a acheté un hôtel au bord du lac et vous passez la nuit là-bas parce que c'est un voyage de plusieurs jours. Et donc, on va dormir la nuit à Tibériade à l'hôtel. Le lendemain matin, on reprend la barque, on réembarque dans l'avion et on redécolle direction la Syrie. Vous avez la suite du vol, Basra, Bahreïn, et on finit par arriver en Inde et en Australie. C'est quand même incroyable de penser que un des premiers terrains d'aviation internationale, aéroport international, c'était le lac de Tibériade. Bien sûr, à l'époque, les gens ne font pas encore tellement de voyages en avion. Il n'y a pas le low cost. Même les avions, cet avion-là que vous voyez sur le de Havilland, que vous voyez sur l'image, peut emporter une vingtaine de passagers. Donc, c'est réservé à la haute administration anglaise, les lords assez riches pour se permettre le périple. C'est pas pour le tout un chacun, mais l'administration anglaise, effectivement, peut aller d'Angleterre jusqu'en Australie par avion, avec escale obligatoire à Tibériade. Voilà, vous voyez une autre photo maintenant que j'affiche. Où on voit l'avion sur le lac. Derrière, vous voyez le plateau du Golan. Et ça, c'est déjà un peu plus tard. Ça, c'est déjà des années 1930. Vous voyez que l'avion est déjà beaucoup plus grand. C'est déjà un quadrimoteur qui peut déjà emmener pas mal de monde. Mais toujours encore, vous voyez l'avion et vous voyez sur sa gauche la barque à moteur qui vient chercher les passagers pour les amener sur le quai et ils vont passer la nuit à l'hôtel à Tibériade. C'est pas seulement le lac Tibériade qui devient un aéroport. Là, vous voyez un couple très souriant. Derrière eux, vous voyez un avion sur le lac. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le lac de Tibériade, c'est la mer Morte. Et regardez la photo à droite, British Overseas Airways, Kalia Marine Airport Dead Sea, c'est l'aéroport de Kalia sur la mer Morte. Alors, il y a aussi possibilité d'aller par la mer Morte, et il y a des raisons à ça, vers l'Égypte, etc. Il y a un arrêt sur la mer Morte et on peut arriver. La mer Morte, c'est très sympa, c'est important, quoi. C'est le lieu le plus bas du monde. C'est très touristique. C'est sympa d'aller la voir dans cette mer
où on flotte sans couler. Je rappelle que déjà à Rome, il y avait des dépliants touristiques, enfin, je ne sais pas si c'était des dépliants, parce que c'était plutôt gravé sur des pierres, qui disaient allez visiter la Judée, ce pays où il y a une mer où on ne se noie pas. Alors, il y a un aéroport sur la mer Morte, à Kalia, au nord de la mer Morte. Il y a aussi, bien sûr, des avions qui arrivent d'Égypte. Alors, vous voyez là que c'est une annonce en hébreu. Eretz Israël Mitzrayim. C'est opéré par Misr Airlines, donc par la compagnie d'aviation égyptienne. Il y a des vols à partir du Caire et de Port Saïd vers Lod, vers Haïfa. Et finalement, Lida, Lod, va devenir le grand aéroport d'Eretz Israël, va évoluer plus tard en Ben Gurion que vous connaissez aujourd'hui, qu'on appelait l'aéroport de Lod ou de Lida au départ. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour ceux d'entre vous qui volent El Al, et je pense qu'actuellement il n'y a pas tellement le choix, on peut difficilement voler autre chose que El Al. Vous vous rappelez que quand vous prenez un vol El Al, votre billet c'est LY avec le numéro du vol. Oui, quand vous êtes en Air France, c'est AF, Air France. Pourquoi El Al, c'est LY? Parce que c'est les initiales de l'IDA, parce qu'à l'époque, la base centrale de El Al était à Lod, et donc c'est devenu le code international de la compagnie El Al. Et alors, on arrive maintenant dans les années 30, et alors là, c'est du tout nouveau. C'est les dirigeables, les fameux Zeppelin allemands, qui arrivent à Jérusalem, parce que, de nouveau, c'est opération Prestige. On revient à la pré-aviation, au plus léger que l'air. Ça, c'est du niveau de la montgolfière. On a des avions, mais ça, le Zeppelin peut emmener beaucoup plus de personnes qu'un avion parce qu'il est léger, comme il est gonflé à l'hélium. Dans la nacelle, on peut amener plus de gens. L'autonomie est très grande parce qu'il a besoin de carburant uniquement pour avancer. Mais pour se tenir en l'air, c'est l'hélium qui fait ça. Et donc, il y a une nacelle avec un hôtel à l'intérieur. C'est restaurant luxe, cabine de luxe. Donc, ceux qui veulent voyager en grand luxe, c'est le Zeppelin. Et pour montrer que les Allemands sont à la pointe du progrès, bien sûr, le Zeppelin va arriver à Jérusalem. Et vous voyez la photo du Zeppelin. En dessous, vous voyez les dômes de Jérusalem et les églises de Jérusalem et le mont des Oliviers qui est en arrière-plan. Et annonce dans le journal, attention, attention, le Zeppelin va arriver à Jérusalem, il va nous envoyer un colis de postal, et celui qui le ramène aura un prix. Donc, attrapez le colis postal et ramenez-nous-le au siège du journal. Je vous ai mis encore quelques photos du Zeppelin. Dans la photo suivante, vous voyez à gauche, ça passe pas. Ah, mais ça est arrivé. Donc, vous voyez à gauche le Zeppelin au-dessus de la vieille ville de Jérusalem, l'église du Sauveur, et à droite, une peinture d'un grand peintre israélien, Reuven Rubin. Ça, c'est un autoportrait de Reuven Rubin. Il aime beaucoup des autoportraits, avec en fond la mer à Tel Aviv et dans le ciel, le fameux Zeppelin qui arrive en Eretz Israël. Dans les années 30, va être la grande offensive charme de l'aviation. Il y aura des meetings aériens à droite, des expositions aériennes. Pour la publicité, vous pouvez acheter des cigarettes qui ont un logo d'avion et en plus de l'image de l'avion sur le paquet de cigarettes. Alors vous avez la publicité, c'est un aviateur, c'est les héros de l'époque. Achetez, vous pourrez rêver d'être un aviateur. On prend des photos de famille, voilà, dans des photomontages avec un avion en carton là, chez le photographe pour envoyer aux amis. Et il y a toutes sortes d'expositions, de réunions. On essaie de promouvoir l'aviation en Eretz Israël. Et alors, il y a quelqu'un qui est un grand visionnaire sioniste qui s'appelle Pinchas Rothenberg. C'est le gars qui a électrifié Israël. C'est-à-dire c'est le gars qui a construit les premières centrales électriques en Israël. Et lui dit il faut se doter d'une compagnie aérienne. Et il va convoquer deux personnes et va créer la Palestine Airways Limited. Et donc, c'est les débuts d'une compagnie d'aviation juive. Voilà, les Juifs sont aussi maintenant dans les airs. On a une compagnie d'air. Bon, ils ont deux avions, c'est pas énorme, mais vous pouvez prendre l'avion juif dans les cieux d'Eretz Israël. Là, vous voyez des publicités maintenant qui vont s'afficher à gauche. Vous voyez l'avion de Palestine Airways avec le chameau et la guttivariat en dessous. C'est venez avec
Palestine Airways, c'est très touristique et très folklorique. Et en fait, un des visionnaires qui a pensé qu'il fallait le faire, c'est Dov Hoz. C'est pour ça que l'aéroport au nord de Tel Aviv, on va construire un aéroport qui va s'appeler Sde Dov. Aujourd'hui, il n'existe plus. Il a été fermé et vendu à des promoteurs. Finalement, en 1940, la Seconde Guerre mondiale, les Anglais monopolisent le terrain d'aviation et prennent les avions pour leur effort de guerre. On n'a plus d'avions. Il y aura une autre compagnie d'aviation qu'on va créer après la Seconde Guerre mondiale qui s'appellera Aviron. Là, vous voyez l'avion Aviron. C'est de nouveau une compagnie juive qui essaye de faire une aviation civile. On va écrire des chansons pour les enfants. Vous voyez à droite une chanson pour les enfants avec un dessin de Nahum Gutman, l'avion de nouveau pour essayer de susciter des vocations. Et deux pionniers, deux visionnaires qui s'appellent Israël Shochat et Tzvi Nadav, qui sont des Shomrim, donc Hashomer, l'organisation de garde qui a évolué dans la Haganah et plus tard dans le Sahel. Eux disent il faut qu'on se dote d'une force aérienne. Ils vont essayer de convaincre les quatre beaux-frères qui gèrent le pays d'Israël. On a déjà fait une conférence il y a un an sur les quatre beaux-frères. Eliaou Golom, qui était le commandant de la Haganah, et son beau-frère Dov Hoz. Et Golom était très très froid par rapport à l'idée de faire une armée de l'air, mais Dov Hoz va aider à faire une armée de l'air. C'est pour ça que je viens de dire, le premier terrain d'aviation de Tel Aviv s'appelait Sde Dov, qui est Dov Hoz, qui est mort jeune dans un accident de voiture. Le terrain portait son nom. Et maintenant, il faut gagner les jeunes à l'aviation. Et donc, on leur fait construire des modèles réduits à l'école. On leur apprend à faire voler des planeurs sur la plage de Tel Aviv. Regardez de nouveau le planeur sur la plage de Tel Aviv. Et en arrière-plan, vous avez les chameaux. Ça, c'est à l'époque. On est maintenant dans les années 1940, juste après la Shoah. Vous voyez de nouveau dans la prochaine photo qui arrive, vous allez voir un planeur à droite au-dessus de la vallée d'Israël, là où a opéré l'escadrille bavaroise à la Première Guerre mondiale, et à gauche, un planeur déjà plus sophistiqué sur la plage de Bat Yam, c'est encore avant-guerre, juste avant-guerre. Et pour ceux qui étaient avec moi en balade dans le quartier de Mekor Chaim, alors, je vous avais dit que dans la pension Rosenbaum à Mekor Chaim a été construit le premier planeur de la future armée de l'air d'Israël, puisque Harry Jabotinsky, le fils de Ze'ev Vladimir Jabotinsky, le chef du Bétar, des révisionnistes, rien à voir avec le révisionniste comme on le comprend en France aujourd'hui. Révisionniste à l'époque, c'était un courant dans le mouvement sioniste qui n'était pas d'accord avec l'aile gauche du mouvement. Ils étaient plus libéraux et plus militaristes. Et donc, Zev Jabotinsky a écrit qu'un pays, ça ne se reçoit pas par un don des nations, c'est Herzl qui est allé voir les grands du monde pour avoir une charte sur Eretz Israël. Jabotinsky a dit il faut faire une armée. Et donc, Harry essaye de créer une Aviria, une armée de l'air. Et avec un ami ingénieur, ils vont commencer à assembler le premier planeur qui volera. D'ailleurs, finalement, il sera chez Rothenberg, dans l'usine électrique de Rothenberg, la vallée du Jourdain. C'est là-bas qu'il finira ses jours, ce planeur. Bon, il n'a pas fait la guerre, mais c'était le début. C'était une belle idée de commencer à se doter de planeurs comme embryon d'une future armée de l'air. Là, on voit déjà maintenant la future armée de l'air d'Israël en 1948, à la guerre d'indépendance. Ce sont des petits avions civils en toile et en bois. En fait, il y a un club d'aviation à Tel Aviv qui forment des jeunes. Mais si vous regardez pourquoi on leur dit de venir s'inscrire au club, sur la publicité marqué Club Artsi Israeli Leteufa, club aéronautique Eretz Israël. Le but est, un, de former des pilotes juifs, deux, de préparer les habitants d'Eretz Israël à se protéger contre les attaques aériennes. Donc, on voit déjà qu'on va aller vers la guerre d'indépendance et qu'il va falloir se protéger des bombardements aériens, puisque les pays qui vont nous attaquer, l'Égypte, la Jordanie, le Liban, la Syrie, l'Irak, ont des armées de l'air. Donc, il faudra prévoir des abris aériens et des avions qui pourront faire des combats aériens
contre ces avions. Donc, à l'époque, les Anglais sont encore là, on n'a donc pas le droit d'avoir des avions de guerre et on s'entraîne et on utilise des petits avions. J'en ai parlé dans la conférence sur le début de l'armée de l'air, qu'ils ont été très importants parce qu'ils ont servi à ravitailler les villages isolés, mais ils ont aussi servi à transporter des blessés, évacuer des blessés graves ou amener des munitions ou du ravitaillement très important, du plasma sanguin, etc. Donc, ils ont eu leur de gloire et on a même fait des avions de combat. Dans certains avions, on a ôté la porte arrière et on a accroché un gars avec des sangles qui avait une mitrailleuse et l'avion survolait les formations arabes et pouvait mitrailler les Arabes qui attaquaient un village, ou alors jeter par la fenêtre des grenades et c'était l'embryon du bombardement aérien. Pardon. Voilà. Alors on a une photo, je m'excuse là, je suis parti en arrière par erreur. Voilà, la Taï-7 à Negev, l'escadrille du Negev du Palmar. Vous voyez l'avion à Beth Eshel à côté de Beersheba, vous voyez dans le ciel du Negev. Donc c'est l'embryon de l'armée de l'air, mais ça je ne reviens pas parce qu'on en a parlé assez longuement dans une conférence il y a 2 ans. Et maintenant je reviens à la case départ. J'ai expliqué que le 19e siècle a vu l'intérêt des Européens pour Eretz Israël. L'intérêt des Européens s'est manifesté dans différents domaines. Alors là, on voit l'empereur Guillaume d'Allemagne, Wilhelm le deuxième, Guillaume II, qui vient pour inaugurer l'église du Sauveur à Jérusalem, ça c'est la photo de droite, et au passage, Herzl le rencontre à Mikvé Israël, et donc pour faire avancer le projet sioniste. Alors, j'ai dit que les Turcs ont fait des routes pour l'empereur d'Autriche-Hongrie. Il y a maintenant des trains qui arrivent à Jérusalem. Il y a des avions qui arrivent à Lod. Il y a une modernisation des moyens de transport. Tout à coup, on peut voyager en Eretz Israël. Jusqu'au début du XXe siècle, on ne peut pas. On peut aller à Dodan. Même ceux qui connaissent à Jérusalem le moulin Montefiori, où il y a devant le moulin, il y a la calèche que Montefiori a amenée d'Angleterre pour sillonner Eretz Israël. C'est très joli comme histoire, c'est très vrai qu'il a amené la calèche. La seule chose qu'on ne vous raconte pas, c'est qu'il n'a pas pu s'en servir parce qu'il n'y a pas de route pour la calèche. Donc il a amené la calèche, elle est arrivée au port, il a débarqué du bateau, puis elle est restée à Yafo, et puis après son périple en Eretz Israël, il l'a fait à dos de cheval. Donc il n'y a pas de route. Donc là maintenant, on parle au XXe siècle où il y a déjà des routes et des chemins de fer et des avions. Et ça me ramène maintenant à l'idée qui me trottait derrière la tête, la raison pour laquelle j'ai fait cette conférence. C'est un verset de Yeshayahu. Donc Yeshayahu, Isaïe, qui est le prophète du retour d'Israël, le prophète qui nous raconte le retour d'Israël, nous raconte dans un verset, nous dit dans un verset au chapitre 60, donc c'est vraiment la fin du livre, Mi ele ka'avt ufena v'chayonim el arubotehem. Qui sont ceux-là qui s'envolent comme les nuages portés par le vent et comme les pigeons qui rentrent vers leur nid. Donc c'est d'abord intéressant que le retour d'Israël en Israël se fait par les airs, comme les nuages ou comme les colombes. Continuons le verset, la suite du verset. À chaque fois, je vais lire ce qui est en gras. La suite du verset, Voniot kili iyim yekavu, parce qu'ils se rassembleront dans les îles. Voniot tarshish barishona, la vie banaïr merachok, et les bateaux ramèneront tes fils des pays lointains. Alors là, on a deuxième partie du 19e siècle, le début des navires à vapeur qui arrivent à Yafo et qui amènent des pèlerins chrétiens, mais aussi des juifs qui rentrent au pays. Et je rappelle que jusque dans les années 70, une grande partie de la Lia et du retour en Eretz Israël se fait par bateau. Ishayahu nous l'a dit. Après nous avoir parlé du vol dans les nuages, on nous parle des bateaux. Et la suite du verset, de nouveau, regardez ce qui est marqué en gras. Uvanu bnenechar chomotaich, et les nations reconstruiront tes murailles. Umalchem et chartunech, et ils te serviront. Parce que je t'ai frappé dans ma colère, mais je te ramène dans ma mansuétude. Ufitrouche araich tamid, et tes portes seront toujours ouvertes. Yomam valaila, nuit et jour, lo yisageru, elles ne se fermeront plus. Alors, ceux qui connaissent Jérusalem, la porte de Jaffa, vous savez que quand l'empereur d'Allemagne, Guillaume, est venu, les Turcs ont cassé la muraille et ont ouvert la porte. Donc, du côté gauche de l'image, il y a la porte de Jaffa. Vous pouvez rentrer dans la porte, elle existe encore. Ça, c'est uniquement à pied. Mais la rue, la route pour les voitures, le sultan a ouvert une brèche dans la muraille. Et Yeshayahu nous avait dit qu'ils ouvriront les portes et les portes, Jérusalem, ne se fermeront plus ni le jour ni la nuit pour accueillir
l'âme Israël qui revient à la maison. Alors effectivement, l'aviation, j'ai dit au départ, on venait encore beaucoup en bateau, mais des pays où on ne peut pas venir en bateau, on est venu en avion. Et là, vous avez l'ALIA du Yémen. On a aussi parlé dans une conférence sur l'aide des Juifs du Yémen. Et de nouveau, c'est incroyable parce que il y a un dignitaire israélien qui a demandé à un des chefs de la communauté yéménite, est-ce que tu avais déjà volé dans un avion? Il dit, non, jamais. Il dit, est-ce que tu avais déjà vu un avion? Il dit, non, jamais. Il dit, t'as pas eu peur de rentrer dans cet avion et d'être suspendu dans le ciel, entre ciel et terre? Ça t'a pas fait peur? Il dit, mais non, j'ai pas eu peur. C'était marqué dans les prophéties. C'était marqué que quand on est sorti d'Égypte, Dieu nous a ramenés sur les ailes des aigles, et c'est comme ça que les prophètes ont annoncé le retour. On rentrera sur les ailes des aigles. Alors les aigles aujourd'hui sont en métal, d'accord, mais ça ne nous a pas surpris, ça ne nous a pas fait peur, parce que c'est ce qu'on attendait pour rentrer en Eretz Israël. On est rentré comme dans les prophéties sur les ailes des aigles. Alors, ça a commencé par des aviateurs qui voulaient faire des shows aériens et montrer leur prouesse dans les airs. Ça a commencé à cause d'empires qui voulaient montrer leur prouesse technologique, la France, la Turquie et d'autres. Et en fait, ça permet le retour d'un Israël sur sa terre. Bien sûr, aujourd'hui, là, dans la prochaine photo, on voit maintenant à gauche l'Aliyah d'Éthiopie dans l'opération Moshe, l'opération Shlomo, on a battu les records de remplissage d'un avion. On a réussi à mettre 1100 personnes dans un Boeing. Les ingénieurs de Boeing sont venus chez nous apprendre comment on a fait. On a retiré tous les sièges de l'avion pour les un petit peu entasser, mais on n'a pas le choix. Il fallait rapidement les évacuer d'Éthiopie. Donc, vous voyez à gauche les Juifs d'Éthiopie entassés dans la carlingue de l'avion. Et à droite, la Aliyah de Nefesh Benefesh des États-Unis. Mais de nouveau, avec les avions, ce coup-ci, avion d'El Al avec le drapeau israélien. Bien sûr, les avions, c'est important pour ramener les Juifs en Eretz Israël, c'est aussi important pour protéger Israël. À gauche, vous avez les Fouga Magister qui survolent le mont du Temple. Bon, ils ont été retirés du service actif. Ce qu'on ce n'est pas le Fouga, c'est le Fouga Magister français, mais construit sous licence en Israël, qui s'appelait Tsukit. C'était l'embryon de la Taasia Avirit, des industries aéronautiques israéliennes. À droite, je ne veux pas dire parce que je n'ai pas envie de me tromper, alors je ne dis pas. Et maintenant, je vous ramène à Théodore Herzl. Théodore Herzl, le visionnaire, qui a vu cet État d'Israël dans un livre que je vous conseille de lire ou de relire, Alt Neuland, Pays ancien, Pays nouveau, c'est incroyable. Je suis en train de travailler pour le rééditer parce il est introuvable actuellement. Vous pouvez le trouver chez des bouquinistes dans des bibliothèques, mais il va être réédité en français. Be'ezrat Hashem, bientôt, je vous ferai savoir. Je suis pour parler avec l'éditeur. Je suis en train de faire des corrections un peu sur le texte pour choisir, pour un petit peu mettre le français à jour, mais on va le rééditer. Et regardez, ça vient des carnets. Donc, c'est le journal intime ou pas intime, le journal personnel de Theodor Herzl, qui dit les grandes réalisations, les grandes choses n'ont pas besoin d'avoir un sol stable pour les soutenir. Une pomme, pour tenir une pomme, il faut mettre une table en dessous. Autrement, elle se casse la figure. Ça. Newton, il en sait quelque chose. Mais la Terre, par exemple, c'est quelque chose de grand. Bah, ça vole dans l'espace. C'est pas, je vous le dis, pour ceux qui croient encore que la Terre est posée sur le dos de 4 éléphants qui tirent. Non, il n'y a pas les éléphants qui tiennent la Terre. Ça, on a des photos. C'est une boule qui vole dans l'espace et ça tient le coup. Et tout ce qui est grand, c'est la force, c'est le mouvement qui les garde en équilibre. Et il dit, le secret, c'est le mouvement. Et il dit, et je suis convaincu, j'ai confiance qu'on trouvera dans le futur un avion qu'on pourra diriger pour amener les Juifs en Eretz Israël. Donc, lui, il connaît le dirigeable, il connaît la montgolfière, mais il est déjà en train il est décédé en 1904, donc avant le premier vol des frères Wright, mais il envisage déjà qu'on va mettre au point des avions qu'on pourra diriger, parce que les montgolfières, ça s'envole d'après le vent, on ne peut pas tellement les diriger, mais il y aura des avions qui pourront ramener les Juifs en Eretz Israël. Euh, Quand Louis Blériot a fait son premier vol de Paris à Vienne, pas le vol vers Vienne, alors il y a des dirigeants sionistes qui sont au café, qui discutent des nouvelles,
et ils sont absolument enthousiastes. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous comprenez ce que veut dire ce vol pour l'humanité? C'est un grand pas pour l'humanité. C'est un grand pas pour le socialisme, parce que Blériot était socialiste. Mais c'est un grand pas pour le peuple juif. Ça va nous permettre de rentrer en Eretz Israël. Donc il y a déjà des leaders sionistes qui ont, au début de l'aviation, Théodore Herzl en avait parlé, mais les leaders sionistes comprennent regardez la dernière phrase. ניתחנו את הקשר שבין ההמצאה הטכנולוגית החדשה לבין העתיד היהודי, le lien entre l'avancée technologique et le futur du monde juif. Donc, l'aviation va être le moteur du retour, et je viens d'en parler, le moteur qui a ramené les Juifs au pays et le moteur de l'armée de l'air qui, malgré les erreurs de Simchat Torah l'année dernière, travaille dur à la défense du peuple d'Israël. Et pour finir, parce que je sais que ces derniers temps, quand je parle avec des gens, on est un petit peu qu'est-ce qui se passe, où on va, on ne sait plus où on en est, on a un petit peu peur. Alors pour quand même, sur une note d'espoir, Rav Shmuel Bar Nachman, c'est un midrash, Breshit Rabbah, qui raconte qu'après que les frères aient vendu Joseph à une caravane de marchands qui emmène Joseph en Égypte, alors il est marqué que Yehuda a quitté le giron familial parce qu'il se sentait responsable de la vente de Joseph et il a quitté la famille. Les frères étaient dans le deuil d'avoir vendu leur frère. Leur père, Yaakov, était dans le deuil de son fils qui, pour lui, a été dévoré par une bête féroce. Et donc, Rav Shmuel Bar Nachman nous dit, Shvatim hayu oskim milchot Joseph, les tribus étaient occupées à vendre Joseph et après à déplorer cette vente. Yaakov osek besako et tanito, et Yaakov était occupé à son deuil de pleurer son fils. Yehuda osek la kartisha, et Yehuda qui a quitté ses frères et cherche une femme, où il va se marier avec une femme dans la région d'Adoulam. Vakadosh Baruch Hu, et Dieu, que faisait-il à ce moment-là? Boré Oro Shel Melech HaMashiach. Il était en train de créer la lumière du Mashiach. C'est-à-dire qu'on voit une situation actuellement qui est absolument incroyable. On ne comprend plus où on en est. D'un côté, la guerre qui menace la guerre au Liban, c'est déjà une réalité, mais qui est en escalade libre. Les autres pays qui s'arment en Europe pour une prochaine guerre mondiale. La Chine, la Corée, tout a l'air de bouger. Le Midrash est très clair. Le monde fait ce qu'il a à faire et Akadosh Baruch Hu s'occupe d'avoir avancé la Géoula d'Am Israël. Alors, de la même façon que dans cette conférence, on a vu les débuts de l'aviation qui étaient pour des raisons bassement humaines, non, hautement humaines, de vouloir faire avancer la technologie, de faire avancer la grandeur des nations, mais c'est ce qui a permis le retour d'Israël. Alors on est en plein dans ce retour. Je crois qu'avec ce qui va se passer en France bientôt, on va aussi avoir l'occasion d'accueillir beaucoup de Juifs de France et de faire encore un grand pas en avant dans la Géoula. Et la guerre, Akadosh Baruch Hu, Baal Milchamot, on le dit chaque matin à la Tefila, les guerres sont gérées par Akadosh Baruch Hu et on prie pour qu'il nous la fasse la moins complexe possible. Voilà. Beaucoup d'atzlacha à notre gouvernement, à nos soldats, le retour des Khatoufim. Et au revoir, je vais couper l'enregistrement. Pardon, j'ai eu un petit problème avec le. J'ai éteint par erreur mon ordinateur. Donc, j'ai ouvert l'ordinateur de contrôle. Donc, si quelqu'un me posait des questions, vous pouvez le faire sur cet ordinateur de contrôle. Voilà, vous pouvez parler. Est-ce que les micros sont ouverts? Le micro. Voilà, maintenant vous pouvez ouvrir le micro. Si quelqu'un veut poser des questions, veut réagir, vous pouvez. Oui, quelqu'un veut dire quelque chose? Merci pour l'optimisme à la fin. יופי, תודה רבה.
מאוד מאוד מעניין. תודה רבה. Ah, pardon, je m'excuse. J'ai dit, je suis très doué. J'ai voulu fermer la conférence et j'ai fermé mon ordinateur. Et l'autre ordinateur a décidé qu'il n'avait plus de courant. Il s'est éteint lui aussi. Si quelqu'un veut dire quelque chose, vous pouvez. Ceux qui sont restés malgré les déboires. תודה Sinon, רבה, ben, זה היה bonnes מאוד vacances. מאוד מאוד מעניין, מאוד מעניין, תודה רבה. Toda. תודה Alors, רבה. de bonnes vacances. Et puis, je ne sais pas, Midreshet Yuda, quand c'est qu'on fait les vacances. Donc, si encore avant les grandes vacances ou après, en tout cas, espérons vous revoir après les vacances. Odile, dis-nous, qu'est-ce qui se Oui. passe? On part en Ah, vacances ou on part pas en vacances? non, pas encore. On travaille encore tout le mois de juillet. Ah zut, alors je dois préparer encore une conférence. Ah ouais, ouais, probablement. Au moins une ou deux. Alors, comme le prochain mois va voir le Yortzeit de Herzl et que je suis en train d'essayer de faire rééditer Alt-Neuland, je pense que je vais faire une conférence sur Alt-Neuland. Donc, ceux qui veulent se préparer, commencez à relire le livre. Comme je sais qu'il y en a parmi vous qui ne l'ont pas encore lu, lisez-le une première fois. Voilà, et on va découvrir ensemble Très ce bien. livre incroyable, Alt-Neuland. Très bien. En attendant, Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat. Merci.